Bernard Laroche, inculpé pour l'assassinat du petit Grégory, cousin du père de l'enfant. Il avait été gardé à vue une première fois pendant 24 heures la semaine dernière. La criminalité et le budget du ministère de l'Intérieur débattu à l'Assemblée nationale, Pierre Joxe est l'invité de ce journal. Au Chili, le gouvernement démissionne en bloc après les attentats et les émeutes de ces derniers jours. Le ministre de l'Intérieur dénonce les liens entre l'église locale et le communisme. Les Français pour Reagan, selon le sondage Antenne de Le Monde sur l'image de l'Amérique à la veille de l'élection présidentielle, le candidat républicain est plus populaire que son rival démocrate en France comme aux États-Unis. Madame, Monsieur, bonsoir. Bernard Laroche se dit innocent. Innocent du meurtre du petit Grégory, dont le corps ligoté avait été découvert le 16 octobre dernier dans une rivière proche d'Épinal. Son innocence, il l'avait déjà crié aux gendarmes, qu'il avait interpellé une première fois, mercredi dernier, avec sa femme, interpellé puis relâché après une garde à vue de moins de 24 heures. Le juge d'instruction, aujourd'hui, l'a inculpé d'assassinat. Nous y reviendrons tout à l'heure en images, j'espère, avec Isabelle Bécheler. La criminalité, l'insécurité et les problèmes de la police à l'ordre du jour aujourd'hui à l'Assemblée nationale où le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté son budget. Le ministère avait auparavant publié les statistiques des délits et des crimes pour le premier semestre de cette année, des chiffres qui traduisent un infléchissement assez sensible du rythme d'augmentation de la criminalité. Hervé Brusini. Depuis 10 ans, police et gendarmerie ont pu constater une progression de la criminalité d'à peu près 10% chaque année. En 83, brusque ralentissement, un peu plus de 4% seulement. Les 6 premiers mois de cette année ont timidement confirmé cette baisse, plus 3,5% comparé au premier semestre 83. L'inflexion est donc là, mais le problème reste posé, principalement en ce qui concerne les hold-up, plus 16%. Les vols avec violence, plus 14%, les cambriolages, plus 11%. Sont également préoccupants les délits en matière de trafic des stupéfiants, plus 27,5%, et de toxicomanie, plus 12,5%. Mais c'est la délinquance économique qui remporte la palme, avec en vedette les délits relatifs au prix et à la facturation, plus 70%. Monsieur Joxe, bonsoir. Voilà près de 4 mois que vous êtes ministre de l'Intérieur. On vous a peu entendu et peu vu. Alors pourquoi ce mutisme alors que manifestement les problèmes de l'insécurité agitent beaucoup les Français? Mutisme, je ne crois pas, non. Je parle quand c'est nécessaire. Cet après-midi, j'ai parlé devant l'Assemblée nationale pour présenter le budget du ministère de l'Intérieur qui comprend, comme vous le savez, les services de la police nationale qui joue un rôle important dans la lutte contre la délinquance et la criminalité et qui apparemment, à la suite de mesures que le gouvernement avait prises déjà depuis 3 ans, on a l'impression, vous avez rappelé ces chiffres qui sont positifs, qui donnent un espoir et je crois aussi un encouragement aux policiers, on a l'impression qu'on va vers une amélioration, ce qui n'empêche pas qu'il faut redoubler d'efforts et je dirais améliorer encore les moyens de la police. Alors, en présentant votre budget à l'Assemblée, vous avez déclaré que vous vouliez moderniser et aussi professionnaliser la police. Vous avez présidé tout à l'heure un déjeuner-débat qui réunissait les principaux syndicats de la police et aussi les hauts responsables de votre ministère. Et le secrétaire général du syndicat majoritaire, la FASP, a dit sa satisfaction. Alors, est-ce que vous entendez être le vrai patron des policiers, même quand il grogne, ou un ministre, disons, un technicien de la sécurité, ou plutôt un ministre politique, comme certains de vos prédécesseurs? Écoutez, le patron des policiers, par définition, c'est le ministre de l'Intérieur. Donc, mais ça ne s'oppose pas avec être un technicien. La police doit être de plus en plus technicienne, armée pas seulement d'armes, des pistolets, mais de matériel de transmission moderne, de radio, qui soit à l'abri de l'écoute des malfaiteurs, de moyens de transport, de moyens informatiques. Ce sont des moyens techniques
est au service de beaucoup de techniques. Dans beaucoup de métiers, l'informatique, les transmissions vont être de plus en plus utilisées. Mais dans la police, qui traite beaucoup d'informations, c'est plus nécessaire qu'ailleurs. Or, la police française a un grand retard. La police scientifique et technique française, qui était un modèle en Europe et même dans le monde au XIXe siècle, l'était moins au début de ce siècle, elle ne l'est plus du tout. Je veux essayer de redresser tout cela aussi vite que possible. Dans certains domaines, c'est facile, avec les transmissions, avec l'informatique. Dans d'autres, c'est plus lent, mais les moyens que j'envisage, tant mieux si des organisations syndicales de policiers sont contents de le faire, mais je crois qu'il faut savoir que ça s'étalera sur des années. Alors vous réclamez des policiers la discipline, l'ordre et aussi la bonne tenue. Oui, la bonne tenue, ils auront d'ailleurs une meilleure tenue, d'autant meilleure qu'elle va être modernisée, je crois plus fonctionnelle. La discipline est indispensable dans tout service public, elle est évidemment peut-être plus indispensable qu'ailleurs dans le service public chargé de l'ordre public. Mais jusqu'à présent, je crois que je rencontre dans cette administration une grande disponibilité et aussi une grande attente pour l'avenir concernant les moyens que les policiers veulent avoir, les moyens techniques, pour pouvoir mieux travailler. Ça va se faire, je pense que c'est possible assez rapidement. Et dès cette année, j'ai pris un certain nombre de décisions. Par exemple, vous savez qu'on entend dans des faits divers, on raconte que les gangsters dans la banque écoutent les véhicules de radio, écoutent la radio des policiers avec un scanner. Eh bien, ils ne pourront plus l'écouter au fur et à mesure que les services de police seront équipés de matériel de cryptophonie, c'est-à-dire des matériels de radio qui ne pourront plus être écoutés par le premier venu. Ce sont des choses simples, des techniques assez simples, mises à la disposition de l'ordre public. Dans la controverse sur les contrôles d'identité qui a été évoquée cet après-midi à l'Assemblée nationale, votre position est très ferme. Je ne sais pas ce que vous entendez par ferme. Le contrôle d'identité, il est utile pour la sécurité. Et puis, la réglementation du contrôle d'identité, elle est utile pour la liberté d'aller et de venir. Si on veut un maximum de sécurité, alors tout le monde va pouvoir être interrogé à tout moment, fouillé, pourquoi pas, interpellé. Si on veut un maximum de liberté, alors même plus de papier d'identité. Entre les deux, il faut trouver la juste mesure. On est de plus en plus habitué à fournir des papiers d'identité. Par exemple, vous allez à la banque, on vous fournit un carnet de chèques. Dans bien des endroits, maintenant, on n'acceptera plus que vous payiez par chèque sans montrer vos papiers d'identité. Vous allez les montrer à un commerçant, vous allez les montrer à un contrôleur d'autobus, la carte orange. Il ne me paraît pas anormal que, dans l'intérêt de la sécurité, il puisse y avoir des contrôles d'identité. Vous êtes, je crois, magistrat de formation. Vous avez aussi la réputation d'être un homme qui n'est pas toujours commode. Alors, dans les heurts traditionnels en France entre l'intérieur et la justice, est-ce que vous pensez que ces heurts risquent de s'accentuer avec vous ou au contraire de s'atténuer? Je ne pense pas avoir de heurts avec Robert Badinter, qui est un ami personnel, un homme que je connais et que j'estime depuis très longtemps, qui a joué un rôle très important dans la transformation du droit pénal en France. Même avant qu'on ne vote les lois. Pour abolir la peine de mort, il ne suffisait pas qu'il y ait un gouvernement qui le propose et une assemblée qui l'adopte. Il fallait aussi une préparation de l'opinion, une description de l'horreur de la peine de mort qui n'existait plus en France. C'était un des derniers pays où elle existait en Europe. Badinter, qui est souvent très attaqué, a joué un rôle très important dans l'évolution du droit pénal. Maintenant, qu'il y ait des différences d'appréciation entre le ministère de la Justice et même le ministre de la Justice sur certains points et le ministre de l'Intérieur sur des questions de sécurité et de liberté. C'est très heureux, la discussion, elle a lieu. Je constate qu'il n'y a pas de désaccord de fond en ce qui concerne l'objectif démocratique qui doit être poursuivi dans un pays comme le nôtre entre Robert Badinter et moi. Je pense que ça aussi c'est une garantie de liberté, que des débats puissent avoir lieu. Et vous souhaitez un vaste débat parlementaire sur les problèmes de la police? Je le fais. Je l'ai ouvert cet après-midi. Peut-être un peu déçu de voir que certains hommes politiques de l'opposition qui réclamaient tant ce débat ne se sont apparemment pas beaucoup intéressés aujourd'hui à ce débat. Mais ce débat, je l'ai ouvert, ce n'est pas moi qui le fermerai. Je pense qu'on doit débattre des problèmes d'ordre public, des problèmes de police, dans un pays démocratique, tranquillement, et dans des circonstances calmes, pas à l'occasion d'un drame, à l'occasion d'un crime, à l'occasion d'un événement qui prend les gens par l'émotion. C'est un problème politique, c'est un problème
administratif aussi. Et il faut toujours penser qu'il y a 120 000 fonctionnaires de police, plus un nombre presque aussi important de gendarmes, 85 000 qui participent à la police en milieu rural, et qui, eux, travaillent tous les jours, et je dirais jour et nuit, pour des tâches de sécurité, et leur grande réussite, c'est quand on ne parle pas de ce qu'ils font. Alors justement, Monsieur le Ministre, je vous propose de revenir à un nouveau rebondissement dans une enquête menée précisément par les gendarmes, l'enquête sur le meurtre du petit Grégory près d'Épinal, avec l'inculpation aujourd'hui d'un cousin du père de la victime, Bernard Laroche. Un reportage de FR3 Nancy. De Bernard Laroche. Depuis 48 heures, les gendarmes avaient acquis la certitude que l'enquête devait aboutir rapidement et qu'il ne leur manquait désormais qu'une petite pièce du puzzle pour comprendre et dénouer une affaire qui secoue depuis 3 semaines les Penches sur Vologne et les petites vallées vosgiennes environnantes. Cette pièce, les enquêteurs allaient la trouver en interrogeant ce matin Muriel, une jeune fille de 15 ans. Elle est la belle-sœur de Bernard Laroche, le témoin numéro 1 mis en garde à vue avec sa femme mercredi dernier avant d'être relâché le lendemain. Muriel avait donné un alibi le jour du crime pour Laroche, un alibi qui devait se révéler faux. Ce matin, pendant 2h30, Jean-Michel Lambert, le juge d'instruction, a reconstitué avec Muriel le trajet supposé de l'assassin de Grégory. Et à l'issue de la reconstitution, le juge déclarait « Je suis optimiste, on brûle ». À la gendarmerie de Bruyères, il est alors 12 heures et tout va s'accélérer. Le juge d'instruction et les gendarmes prennent la direction de Granges-sur-Vologne et vont arrêter Bernard Laroche sur son lieu de travail aux établissements Ancel. Laroche en ressortira les menottes au poignet. En fait, on allait l'apprendre plus tard et de bonne source, Muriel aurait reconnu s'être retrouvée dans la voiture de Laroche avec son fils Sébastien. Tous les trois seraient allés chercher Grégory pour se rendre derrière la caserne des pompiers de Docel. Bernard Laroche serait parti quelques instants avec Grégory. Il est revenu seul. Pendant plus de 3 heures, il sera interrogé à la gendarmerie d'Épinal, assiégée par les journalistes. À 15 heures, Bernard Laroche quittera la gendarmerie pour le bureau du juge. L'entretien durera 30 minutes. Il en ressortira inculpé d'assassinat. Qu'est-ce qui vous a permis de l'inculper? Un témoignage capital et en partie un rapport d'expertise. Des résultats partiels. Ce témoignage, c'est celui de Muriel? Exact. Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement? Ah, ça, je n'ai pas le droit de vous le dire. C'est le secret d'instruction. Mais Muriel a accompagné Bernard Laroche sur les lieux du crime. Elle était dans la voiture. Elle était dans la voiture, oui. Et Sébastien, son fils aussi? Oui. Oui. C'est lui qui a servi d'appât? Pas vraiment, pas vraiment. On peut pas vraiment dire ça. Il était dans la voiture. Est-ce que vous allez procéder à d'autres inculpations? Dans l'état actuel du dossier, je l'ignore totalement. Reste que Bernard Laroche a nié tout au long des interrogatoires, criant aux journalistes un énigmatique « On ne m'a pas mis dans le coup ». Et si les enquêteurs sont ce soir persuadés de tenir l'assassin de Grégory, reste maintenant à comprendre les mobiles du crime. Revenons à la politique avec la présentation à la presse aujourd'hui du projet du RPR présenté par son président Jacques Chirac. Un projet politique et non un programme de gouvernement, a-t-il précisé. Ce projet doit faire l'objet d'une large consultation parmi les militants avant les assises nationales du mouvement à Grenoble dans une dizaine de jours. Écoutons M. Chirac. Notre ambition n'est pas de ressusciter le libéralisme d'hier ou d'avant-hier, mais d'inventer la liberté de demain. Il ne me paraît ni sain, ni réaliste d'imaginer que la société française puisse devenir une société libérale à l'état pur. Nous n'avons pas l'intention d'appliquer à la réalité sociale de notre pays, par un esprit de système symétrique et de même nature que celui qui a perdu les socialistes, un principe désincarné qui contredirait notre tradition historique et méconnaîtrait les exigences d'une solidarité d'autant plus nécessaire que la misère et la détresse frappent à nouveau à notre porte. Ce que nous voulons, c'est libérer la France, ses travailleurs et ses entreprises des multiples contraintes qui les paralysent. Commentaire de Roland Dumas, porte-parole du gouvernement. Le projet du RPR est celui de l'ordre moral et de la régression sociale.
Jacques Chirac refuse la polémique et ne réplique pas à M. Dumas. Ses propos sur la loi d'interruption volontaire de grossesse continuent aussi de provoquer des réactions. Pour Mme Simone Veil, qui a fait voter cette loi et qui était tout à l'heure l'invitée d'Antenne de Midi, revenir sur la loi ne servirait à rien en ce qui concerne la natalité et ramènerait à une situation aussi mauvaise qu'en 1974. Et selon le ministre des Droits de la Femme, Mme Roudy, Jacques Chirac, avec ses propos, glisse vers Le Pen. Fin de citation. L'événement politique a lieu ce soir sur Antenne 2 puisque M. Raymond Barre, qui publie chez Hachette ses réflexions pour demain, où il s'en prend aussi bien à la politique socialiste qu'à la vogue du libéralisme, M. Raymond Barre est l'invité de l'heure de vérité, tout à l'heure à 20h35. Comme d'habitude, vous pourrez poser vos questions à l'ancien Premier ministre en appelant à Paris SVP 1111 787 1111 à Paris où notre équipe est déjà en place. Un sondage bien amusant sur les hommes politiques, une fois n'est pas coutume. Un sondage que publiera demain Le Parisien et qui prouve que les femmes ne sont pas trop attachées à leur physique, celui des hommes politiques, j'entends. 79% d'entre elles trouvent que ce n'est pas très important d'être beau et séduisant en politique, mais Laurent Fabius plaît bien. 37% des femmes interrogées voudraient l'avoir pour gendre et 26% pour mari. Dans le rôle du père, le favori est Valéry Giscard d'Estaing, suivi de près par Raymond Barre. Ajoutons qu'en autostop, Georges Marchais et Jean-Marie Le Pen n'ont pas beaucoup de chance. À l'étranger, le fait du jour est la démission en bloc du gouvernement chilien. Le gouvernement a suivi le ministre de l'Intérieur qui avait été nommé il y a plus d'un an pour amorcer l'ouverture politique promise par le général Pinochet, mais sa démission serait liée aux relations existant entre certaines personnalités de l'Église catholique chilienne et les dirigeants du communisme soviétique, a-t-il dit. Des précisions avec Patricia Coste. Le gouvernement du général Pinochet vient donc de démissionner dans sa totalité. Or, ce gouvernement était celui qui avait été chargé, il y a un peu plus d'un an, d'entamer une ouverture politique. Le général Pinochet avait alors reculé face à la pression populaire et aux premières grandes protestas. Aujourd'hui, cette politique risque d'être abandonnée. Ces faits surviennent au lendemain de la grève générale de la semaine dernière où 8 personnes avaient trouvé la mort. Cette journée de grève générale avait été un succès, surprenant même ses organisateurs. Mais la raison invoquée par le gouvernement démissionnaire aujourd'hui n'est pas la montée de la révolte actuelle, mais la collusion entre certains membres du clergé et de dirigeants communistes soviétiques qui aurait eu lieu la semaine dernière à Rome. Le ministre de l'Intérieur qui a entraîné la démission du gouvernement ajoute qu'en tant que catholique, il lui est impossible de s'insurger contre les évêques chiliens, mais qu'il ne peut pas continuer sa tâche. Au Nicaragua, les élections générales d'hier ont été marquées par une forte participation au scrutin et les premiers résultats promettent une victoire sans surprise pour le Front sandiniste. Sur place, Bernard Benyamin. La fête hier soir à Managua. Ils étaient entre 80 et 100 000 personnes sur la place de la Révolution à fêter la victoire de Daniel Ortega. Des jeunes surtout, comme le gros des troupes sandinistes, qui conjuguaient cumbia, politique et rhum. Un cocktail bien nicaraguayen qui leur permettait d'exprimer toute leur joie et leur fierté à l'annonce des résultats qui consacraient le triomphe du front. Car très vite, le doute n'était plus permis, les sandinistes avaient gagné comme ils l'avaient prévu. Du reste, Tomás Borge, le ministre de l'Intérieur, que nous avons rencontré ce matin, ne cachait pas sa satisfaction en commentant les résultats. C'est un résultat qui me paraît magnifique. Les premiers résultats nous permettent d'être très optimistes, excessivement optimistes. 70% est un chiffre très important dans n'importe quelle partie du monde. Les sandinistes ont donc gagné leur pari. 80 à 82% de votants, 70% des voix en faveur de Daniel Ortega, leur candidat. C'est très exactement ce que le Front espérait. Il faut dire qu'il avait tout fait pour atteindre ce résultat. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un deuxième obstacle, beaucoup plus difficile à franchir, celui-là, arrive. Demain, en effet, les États-Unis vont désigner leur nouveau président et la réélection attendue de Ronald Reagan donne bien des soucis aux dirigeants de Managua.
Oui, aux États-Unis, les candidats et les états-majors des deux grands partis vivent les dernières heures de fièvre électorale. Les sondages se bousculent, qui accordent tous une large avance au président sortant, Ronald Reagan, de 10 à 25 points. C'est un sondage d'une autre nature qu'en collaboration avec le journal Le Monde, Antenne 2 a commandé à la Sofres. Un sondage sur l'image des États-Unis en cette veille d'élection présidentielle. Les Français sont pour Ronald Reagan, mais pas nécessairement pour sa politique. Les détails de ce sondage avec Martine Laroche-Joubert. Les Français sont aussi réganiens que les Américains. S'ils étaient électeurs, ils voteraient pour Reagan, 38%, contre Mondale, 25%. Pourquoi? Eh bien, 40% des Français trouvent que la politique américaine est bonne. On constate un renversement de l'opinion par rapport à 1982, où la majorité la jugeait mauvaise. Composition multiraciale de la société américaine. C'est un handicap pour 25% des Français, mais un atout pour 50%. Un pourcentage qui surprend, ce qui est un avantage pour les Américains, pourra le devenir aussi pour nous. Relations France-États-Unis. Depuis 1981, elles sont à peu près les mêmes pour 62% des Français. Imaginez une crise économique aggravée. Les États-Unis aideraient-ils les pays occidentaux? La réponse est oui à 45%. Les pessimistes sont tout de même 36%. En revanche, dans l'hypothèse d'une attaque soviétique, il y a une très forte majorité d'optimistes sur la venue à notre secours des Américains, 79%. Dernière question sur l'application en France des idées ultralibérales à l'américaine. Surprise, 47% des Français sont favorables à une nette réduction de l'intervention de l'État, même au détriment de la solidarité. 47% contre 27%. On peut noter une certaine contradiction avec la réponse à la question sur la politique économique et sociale des États-Unis. 41% ne souhaitent pas l'avoir appliquée ici. Moralité, pour une majorité de Français, une devise, moi d'abord, les autres on verra. 50% des Français contre 25 estiment donc que la dimension multiraciale de la société américaine est un atout et une source de dynamisme. Une appréciation que démontre sur le terrain Alain Cancès. Dans quelques minutes, ces hommes et ces femmes seront citoyens américains. Acceptés par l'immigration, ils vont officiellement prêter serment au drapeau des États-Unis. Venus de tous les pays du monde, représentants de toutes les cultures, fidèles de toutes les religions, ils poursuivent la tradition qui, depuis 2 siècles, a construit l'Amérique. Vivre ensemble n'a pas toujours été facile. Les différences culturelles ou religieuses, la misère et plus que tout les injustices ont parfois provoqué des troubles violents. Chaque groupe, chaque collectivité a dû, sinon se battre, du moins faire face pour se faire reconnaître, pour prendre sa place dans cet ensemble. Mais finalement, tous y sont parvenus. L'Amérique, après tout, est une démocratie et les citoyens sont aussi des électeurs. Pour obtenir leur voix, les candidats, quels qu'ils soient, doivent accepter de prendre en compte les revendications essentielles de chacune des communautés. Face à la diversité, une seule solution, la tolérance, le respect mutuel, l'acceptation des différences et, dans une très large mesure, un sens réel de la justice. Une société profondément libérale, malgré ses bavures, où nul groupe, nulle religion ne peut imposer ses diktats. Tel est le premier cadeau que des millions et des millions d'immigrants ont, par leur diversité et leur combat, apporté à l'Amérique. Les émigrants étaient venus pour échapper aux persécutions, mais aussi à la misère, bien décidés à travailler dur pour gagner la chance qui leur était offerte. Ils l'ont fait. Leur travail, leur rage de vaincre, les qualités, les talents, les dons spécifiques qu'apportait et qu'apporte toujours chacune des communautés ont construit l'Amérique d'aujourd'hui. En échange, tous ou presque ont trouvé ici ce qu'ils étaient venus chercher, même s'il reste encore des injustices et des inégalités, notamment sur le plan économique. Les États-Unis seraient-ils pour autant une simple communauté d'intérêts, l'occasion de faire du dollar dans un décor d'automobiles, de centres commerciaux et de fast-food à l'abri de la bannière étoilée? À l'évidence, non. Le temps, la vie commune, les épreuves, notamment les guerres, ont permis à ces millions et millions d'émigrants de bâtir une véritable nation. Et les cultures, les traditions, les croyances mêmes de chaque communauté ont fini par se mêler et se fondre pour donner naissance à une authentique culture américaine. C'est vrai, les Américains, sans exception, sont fiers de leur pays. Ils savent qu'ils ont réussi à faire de leurs différences une force. Ils savent aussi que leurs enfants n'auront plus jamais à chercher ailleurs un pays pour pouvoir vivre. Je jure fidélité au drapeau des États-Unis et à la République qu'il représente. Détroit, novembre 1984.
Un mot du dollar qui continue de baisser dans l'attente des résultats de l'élection de mardi. La devise américaine a coté aujourd'hui à Paris 9 francs tout rond. L'accalmie se confirme en Inde. Un seul incident, mais un incident grave à New Delhi. 3 morts, dont un soldat, 4 blessés. Le couvre-feu a été levé pendant toute la journée. En Pologne, la foule continue de se presser en pèlerinage à Varsovie sur la pompe du père Popieluszko dans sa paroisse au nord de Varsovie. Le prêtre a été tellement torturé par ces 3 ravisseurs que l'église polonaise a renoncé aujourd'hui à publier les résultats de l'autopsie tant ils sont effrayants par crainte d'une explosion de colère. L'un des 2 hauts fonctionnaires de police arrêtés vendredi dernier a été formellement inculpé de complicité aujourd'hui et un membre de l'Académie des sciences de Pologne demande la démission du général Jaruzelski. Le président Bourguiba, qui a 81 ans, a été hospitalisé cet après-midi dans un hôpital de Tunis. Officiellement, il souffrirait d'une légère indisposition due au surmenage. Le président de la République fédérale d'Allemagne, Richard von Weizsäcker, est arrivé cet après-midi à Paris pour une visite d'État de 5 jours. Une visite placée sous le signe du renforcement de la coopération entre les 2 pays et aussi de la construction européenne. Il a été accueilli, vous le voyez, par le chef de l'État. Par ailleurs, le Parlement allemand a élu son nouveau président aujourd'hui en remplacement de Rainer Barzel, gravement compromis dans l'affaire Flick. Philippe Jenninger est un proche du chancelier Kohl. Il s'est déclaré partisan tout à l'heure de tirer toutes les conséquences du scandale financier qui secoue l'appareil politique allemand. Un capitaine de gendarmerie règle ses comptes avec la police. Le capitaine Baril, qui était à la tête du GIGN avant d'en être écarté à la suite de plusieurs affaires qui ont nourri l'actualité avant mars 84, le capitaine Baril sort un livre aux presses de la Cité, le titre « Mission très spéciale », des missions que nous rappelle Bruno Ledreff. Le capitaine Paul Baril, aujourd'hui en disponibilité, a été avec le commandant Proutot un des hommes qui ont fait la réputation du GIGN. Il s'est illustré dans la lutte contre le terrorisme et le banditisme en France et à l'étranger. Mais imprudence ou faute de sa part, il est inculpé à plusieurs reprises. C'est l'affaire de Vincennes qui provoque finalement son départ de la gendarmerie. Le 29 août 82, on annonce que 3 dangereux terroristes irlandais ont été arrêtés dans cet immeuble à Vincennes. C'est le GIGN dirigé par le capitaine Paul Baril, le voici en train d'entrer dans l'appartement des Irlandais, qui réalise l'opération. L'enquête de police fait apparaître de tels vices de procédure que le capitaine Baril est inculpé. Je devenais encombrant pour tout le monde. Vous savez, quand le scandale arrive, c'est malheur par qui le scandale arrive. Donc je devenais un peu gênant pour tous ceux qui m'ont, d'abord pour la hiérarchie, certainement pour une partie de l'Élysée et même pour de l'équipe Proutot. Mais au fond de moi, c'est quand même une victoire. Je savais qu'il devait préparer quelque chose pour un week-end. Cette action n'a pas été faite. Même si vous voulez dans ce sens-là, c'est quand même une victoire. Et dans la lutte antiterrorisme, ce qui compte, c'est le préventif, c'est-à-dire empêcher les attentats et les actions de se commettre. Le GIGN est présent sur tous les fronts, entre autres en Corse où il s'attaque au FLNC. Paul Baril est accusé par le mouvement corse d'être entré en contact avec l'un des leurs, Alain Orsogne. Une action qui aurait été menée sans l'accord de la cellule antiterroriste de l'Élysée, tout comme d'autres négociations entamées avec le leader d'Action Directe, Jean-Marc Rouillant. J'en ai peut-être trop fait, c'est-à-dire que dans la lutte antiterrorisme, si au lieu d'avoir un seul capitaine Baril, il y avait eu 100 volontaires, 50 policiers, pourquoi pas, et 50 gendarmes, il y aurait eu des résultats peut-être plus importants. Mais si vous voulez avoir du renseignement au niveau du terrorisme, il faut aller au contact. Si vous allez au contact, vous avez toujours le problème d'avoir connu, par exemple, Alain Orsogne ou d'avoir approché Jean-Marc Rouillant, mais il n'y a absolument rien d'illégal dans ce domaine-là. Passons au sport avec la nomination du nouveau patron de la Formule 1 chez Renault. Gérard Todt succède à Gérard Larousse, passé chez Ligier. En tennis, finale ce soir du tournoi de Stockholm, finale entre le Suédois Wilander et l'Américain McEnroe. McEnroe qui hier, en gagnant la demi-finale qu'il opposait à un autre Suédois, Jarid, a piqué l'une de ses superbes colères. Daniel Cazal. Voici la balle qui a mis le feu aux poudres. Service McEnroe, faute, annonce le juge de ligne. McEnroe interroge l'arbitre, mais l'arbitre n'entend pas. Alors McEnroe hausse le ton. Répondez à ma question. Réponse de l'arbitre,
Avertissement à M. McEnroe, puis point de pénalité pour jet de balle. Le jeu reprend, mais l'Américain commet une faute, perd son service, mène 4-3 dans le deuxième set après avoir concédé le premier. Et c'est là que les choses se compliquent. McEnroe vérifie que son revers est toujours aussi efficace. Bonjour les dégâts, et que son coup droit n'a rien à envier à son revers. L'arbitre ne l'entend toujours pas de cette oreille et inflige un jeu de pénalité à l'Américain. Alors McEnroe fait mine d'abandonner. Bilan, $2100 d'amende et une suspension en perspective. Quant à Jarid, s'il a pu éviter la bouteille, voilà, il a quand même bu la tasse. Pour le tournoi de Wembley qui commencera demain, les Français n'ont pas eu beaucoup de chance dans le tirage au sort. Henri Lecomte rencontrera Jimmy Connors dès le premier tour. Guy Forget sera opposé au Suédois Jarid et Pascal Porte à un autre Suédois, Gunnarsson. Et maintenant, Alain Gillot-Pétré va nous parler des fraîcheurs de demain. Fraîcheur de demain, oui, une météo anti-McEnroe. Adieu la douceur, c'est fini pour l'été, c'est même fini pour l'automne. Regardez la carte de demain, beaucoup de nuages, il va faire frais. Beaucoup de nuages en toute région, le matin au nord de la Seine, au nord-est, en Franche-Comté, les Alpes, jusqu'à la Corse, de la pluie qui s'évacuera lentement partout ailleurs après les brumes et les brouillards. C'est un temps très chargé avec très petites éclaircies. Et le soir, une nouvelle dépression, une nouvelle perturbation qui arrive par le sud-ouest. On n'en sort pas. Côté température, ça ne bouge pas. Vaut mieux, c'est déjà assez bas comme ça. De 11 à 14 degrés sur la moitié nord et de 12 à seulement 17 degrés sur la moitié sud. Ce sont les températures de saison. Demain, mardi 6 novembre, 4 minutes de soleil en moins. Levé 7h45, couché 17h22. Et bonne fête à toutes les Bertilles. À 23h15, Jacques Segui vous présentera notre dernière édition. Demain, 12h45, antenne de midi. 18h30, c'est la vie. Et je vous retrouverai avec plaisir demain à 20h. Très bonne soirée.